Nous abordons aujourd'hui un nouveau sujet, les sociétés commerciales en Italie du XIIe au XIVe siècle. Alors, comme d'habitude, pour la préparation de notions sur le plan purement notionnel, intellectuel, en termes de connaissances, je crois qu'il est utile de vous apprendre à bien structurer cette leçon. Donc, comme dans le cours précédent, je vais essayer de vous montrer qu'au départ, il faut bien cerner le sujet, autrement dit le définir, à la fois quant à son thème et quant au siècle abordé, qu'il faut se fixer des objectifs, autrement dit essayer de voir quel est l'intérêt de la leçon pour des élèves de secondaire ou pour des élèves d'enseignement supérieur, pourquoi avoir choisi ce sujet-là, et ensuite développer le sujet qui est proposé. L'objectif étant d'arriver à des conclusions qui permettent de voir en toute lumière, en pleine lumière, que ce sujet avait un intérêt quant à sa modernité pour comprendre l'époque dans laquelle nous vivons maintenant. Parce que quand on fait l'histoire, je vous l'ai déjà dit, il faut toujours essayer de faire des liens entre le passé et le présent et vice-versa, pour donner du sens à l'histoire, sinon votre cours apparaîtra très rapidement comme une matière poussiéreuse qui ne relève pas tellement de l'intérêt des élèves aujourd'hui. Donc, je vais commencer par l'introduction. Donc, grand 1, introduction. Et dans cette introduction, je vais d'abord donc définir le sujet et fixer des objectifs. Alors, tout d'abord, définition du sujet. Les sociétés commerciales en Italie du XIIe au XIVe siècle. Alors, nous sommes ici très clairement dans un cours d'histoire économique. Mais à l'intérieur de ce cours d'histoire économique médiévale, je tiens à circonscrire tout de suite mon sujet. Je ne m'intéresse pas au phénomène de la production, qui appartient à ce qu'on appelle le secteur primaire. Je ne m'intéresse pas non plus à la transformation de produits, ce qui appartient au secteur secondaire, que nous avons vu ou que nous verrons lors d'autres leçons, mais je m'attache au secteur tertiaire, c'est-à-dire le problème des échanges, le problème des services. Je circonscris également mon sujet à l'Italie, et à l'Italie du XIIe au XIVe siècle. Il y a une raison à cela. C'est en fait en Italie, pendant la période considérée, que naît, je dirais, le capitalisme moderne, qu'il ne faut pas confondre avec l'économie de marché, ce que souvent, malheureusement, l'on fait. Vous allez voir qu'il y a toute une série de types de sociétés et d'instruments de paiement qui apparaissent à ce moment-là, et que l'on va utiliser pendant des siècles. Alors, ça c'est pour la définition. Ensuite, l'objectif, ou les objectifs. Ce sujet est très moderne, il nous concerne directement, puisque toutes les sociétés que nous connaissons à l'heure actuelle de par le monde trouvent leurs origines dans cette Italie du XIIe, XIIIe et XIVe siècle. Donc il y a vraiment un intérêt à étudier cette période.
on va passer dans un deuxième temps au développement de la thématique. J'aborderai successivement deux aspects du problème. Tout d'abord, les formes que revêtent ces sociétés commerciales, et ensuite, j'aborderai le problème des techniques commerciales. Donc ce sont les deux aspects du sujet traité aujourd'hui. Je commence donc par grand A, les formes de sociétés commerciales. Et à l'intérieur de ce sujet, tout d'abord, le problème de leur localisation et le problème de leur financement. Localisation, pour commencer. Les spécialistes d'histoire commerciale du Moyen-Âge ont l'habitude de classer ces sociétés commerciales en deux catégories. D'une part, les sociétés maritimes et d'autre part, les sociétés de l'intérieur. Les sociétés maritimes, ce sont celles qui se trouvent dans les ports et qui font du commerce, comme le nom l'indique, via la mer avec des pays ou des régions plus ou moins lointaines. En ce qui concerne les sociétés de l'intérieur, on va voir qu'elles ont une autre structure et qu'elles ne fonctionnent pas de la même manière. Alors, en commençant par les sociétés maritimes, je vous dirai qu'il existe deux types de sociétés maritimes principalement. Il y en a même trois. Enfin, je m'ai attaché plutôt à deux types de sociétés. Ce sont les sociétés par commandite. Alors, ces sociétés par commandite, ce qu'on appelle la commenda en italien, peuvent être unilatérales ou bilatérales. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est un processus vraiment important. Alors, il s'agit d'une société, et le mot société indique bien qu'il s'agit d'un groupement collectif, puisque société vient d'un mot latin, socius, qui veut dire ami. Donc, pour qu'il y ait société, il faut qu'il y ait au moins deux personnes. Eh bien, ces sociétés commerciales par commandite unilatérale supposent qu'il y a une personne qui va financer l'activité commerciale, c'est-à-dire l'organisation d'un voyage par voie maritime vers des régions extérieures, avec un objectif, bien entendu, faire du profit en vendant des biens, en vendant des marchandises. En face de cela, vous avez quelqu'un, et ça doit peut-être vous rappeler le cours de la semaine dernière sur les activités économiques des marchands dans l'islam dans la première partie du Moyen-Âge. En face de cela, il y a donc une personne qui s'associe avec, je dirais, le financier
de l'expédition qui apporte le capital, et cette personne-là, c'est celle qui va gérer l'entreprise. Autrement dit, c'est la personne qui va voyager, qui va vendre, et au retour, les profits seront répartis de la manière suivante: 3/4 des profits pour le financier, celui qui a apporté le capital, ou pour le capitaliste, et 1/4 des profits pour celui qui a mené à bien l'expédition. Maintenant, à côté de ça, il y a aussi des sociétés à commandite bilatérales. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 2 acteurs économiques également. Toutefois, ici, l'un des 2 acteurs apportera les 2/3 du capital, l'autre 1/3 du capital, et les bénéfices seront partagés par moitié. Il existe encore une 3e forme que je ne vais pas développer ici, qui est celle du prêt maritime, qui n'est pas proclamé comme tel dans l'acte notarié qui lie les différentes parties. Pourquoi? Tout simplement parce que les prescrits, les interdits de l'Église ne permettent pas de pratiquer l'usure, c'est-à-dire de pratiquer des taux d'intérêt élevés. Alors maintenant, je vous ai dit qu'il y a aussi les sociétés de l'intérieur. Dans ce cas-ci, il s'agit d'associations commerciales où vous n'avez plus une association de 2 personnes, vous pouvez avoir beaucoup plus de monde d'ailleurs ici, mais à la différence des sociétés précédentes, ce sont des origines essentiellement d'origine familiale. Et la grande différence surtout avec les sociétés maritimes, c'est que ce sont des sociétés qui ont vocation à être permanentes. Autrement dit, ce sont des sociétés qui doivent durer, qui sont par définition pluriannuelles et qui ne sont pas destinées à une expédition, mais à des expéditions qui s'étendent sur plusieurs années. Ça peut être 2 ans, 3 ans, 6 ans par exemple. Je vous ai dit que ce sont des sociétés essentiellement d'origine familiale. Alors, la responsabilité des membres de ces sociétés, dont tous les membres n'appartiennent pas à la même famille, mais en tout cas où un nombre important, parfois 1/4, parfois 1/3 des membres appartiennent à la même famille, eh bien, la responsabilité des membres est illimitée et tous les participants à cette association sont solidaires. Donc, quand je dis solidaire, c'est-à-dire également solidaire en cas de risque. Autrement dit, vous envoyez une expédition, enfin, vous essayez de vendre des marchandises sur le continent, par exemple en Allemagne ou en France, ça ne marche pas, les profits ne sont pas ceux qu'on attend, eh bien, tout le monde, je dirais, payera sa quote-part et les bénéfices seront à proportion, évidemment, de votre mise de départ. Donc, vous voyez, on est déjà dans un système qui nous fait penser à un système moderne où lorsque vous achetez une action, c'est-à-dire un titre de copropriété d'une société, en fin d'année, vous touchez des dividendes et non pas des intérêts qui sont proportionnels à votre mise de départ. Donc, ça annonce déjà les sociétés modernes.
les entreprises capitalistes modernes. Très important. Alors, maintenant, on va voir comment ces sociétés sont organisées. Alors, comment ces sociétés sont-elles organisées? Alors, assez rapidement, il va falloir structurer ces associations, surtout dans le cas des sociétés permanentes, surtout dans ce cadre-là que je vise. Les sociétés de l'intérieur, surtout. Alors, à la base, vous avez, je dirais presque les petites mains, ceux qui font les petites courses, ce sont ceux qu'on appelle en italien les garzoni. G-A-R-Z-O-N-I, les garzoni. Ensuite, vous avez à l'étage supérieur, sur le plan hiérarchique, puisque ces sociétés sont organisées de manière hiérarchique, vous avez les membres de la famille qui sont encore jeunes et qui apprennent leur métier, on pourrait dire des disciples. Ils sont en formation, donc ils ne sont pas très rentables à ce stade-là de leur carrière. Puis juste au-dessus, troisième niveau, vous avez les fattori, F-A-2-T-O-R-I, donc les fattori. On pourrait traduire les facteurs, hein? Ce ne sont pas des facteurs au sens contemporain, enfin actuel du terme. Alors qu'est-ce qu'ils font? Alors on trouve différentes fonctions parmi ces fattori. Vous avez les caissiers. Vous avez aussi des gens qui ont une fonction plus importante, qui sont fondés de pouvoir. Les fondés de pouvoir, c'est pas rien. Hein? Et vous avez enfin des membres qui ont encore des fonctions plus importantes au sein même de la hiérarchie, mais qui ne sont pas pour autant des directeurs. Et enfin, quatrième niveau au-dessus des fattori, vous avez les directeurs de filiales. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de multinationales à l'heure actuelle, mais les multinationales, elles trouvent leur origine dans cette Italie, hein, moyenâgeuse, du Moyen-Âge classique entre le XIIe et le XIVe siècle. Vous avez une maison mère qui est dirigée par, la plupart du temps, par les membres d'une famille puissante. Ils créent des filiales sur plusieurs places commerciales en Europe. Chacune de ces places commerciales est dirigée par un directeur. Et alors là, on redescend la hiérarchie que je viens de vous décrire il y a quelques instants. Et dans chacune de ces filiales, vous avez donc le directeur de la filiale qui est lui-même aidé par des caissiers, des fonds des pouvoirs d'abord, des caissiers ensuite. Et puis enfin, vous avez les fameux garzoni qui font les petites... qui sont les petites mains, mais enfin, ce sont ceux qui cherchent les négociants avec lesquels on va traiter. C'est clair? Bon. Ça, c'est pour l'organisation. Alors maintenant, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients de ce système, de ces sociétés. Alors, avantages et inconvénients. Les avantages, c'est quand vous avez une grosse société comme celle-là, ben, vous pouvez évidemment traiter à une échelle qui n'était pas celle, ou qui n'est pas celle des négociants individuels, qui existent toujours, et qui constituent la majorité, évidemment, des marchands, sans aucun doute. Et on assiste à un phénomène, d'ailleurs, auquel nous continuons de participer, que nous continuons d'observer dans nos sociétés contemporaines, au XXIe siècle, c'est donc la concentration du capital. Mais cette concentration du capital qui permet d'éliminer, par la taille
les concurrents et d'occuper le terrain au sens littéral du terme. En Europe, à ce moment-là, en Europe occidentale principalement, mais pas seulement. Et lui-même, ce système, à l'origine de plusieurs inconvénients. La taille elle-même peut être une menace en période de crise. Tout peut s'effondrer. La concentration du capital et surtout la centralisation des décisions peut amener à une rigidité de ces sociétés qui n'ont peut-être pas la souplesse des petites sociétés lorsque les acteurs sont individuels. Ensuite, il y a l'exposition des prêts consentis par exemple à des princes qui viennent trouver ces marchands pour avoir des liquidités. Et donc cette exposition peut conduire à la non-solvabilité des débiteurs. Et alors là, si les débiteurs sont importants, c'est tout un pan de ces sociétés qui peut s'écrouler. Voilà, je crois avoir résumé donc les avantages et les inconvénients de ce type de société commerciale qui naissent à cette époque-là. Alors maintenant, on va voir un autre aspect, on passe au grand B, c'est le développement des techniques commerciales. Développement des techniques commerciales. Première chose, la formation de ces marchands. Alors, la formation de ces marchands est importante. Et je vais même la classer dans une rubrique plus générale qui est celle de l'information. Vous verrez peut-être encore plus clair comme ça. L'information qui passe par la formation. Voilà. Alors la formation de ces marchands, dans le cadre de ces sociétés, elle se fait à plusieurs niveaux et en plusieurs étapes. Tout d'abord, lorsque vous appartenez à une famille de marchands, et je parle ici surtout des grosses familles de marchands, dans le cadre de ces sociétés commerciales, vous apprenez d'abord ce qui est élémentaire, ce que nous apprenons encore à l'école primaire, c'est-à-dire à lire, écrire et compter. Ça veut dire, oui, ce qui compte pour des marchands, c'est surtout compter. Non, ce n'est pas seulement compter. Parce que les marchands doivent aussi lire et écrire. On va le voir dans un instant. Deuxième étape, correspondait en gros à l'école primaire, maintenant. Quand vous arrivez à ce qui correspond chez nous à l'école secondaire, à cette époque-là, ça se faisait essentiellement dans des écoles privées ou avec un précepteur, vous appreniez l'arithmétique, la géométrie et la comptabilité. Cette formation est pour la première fois relatée au début du XIIIe siècle, en 1201 plus précisément, dans un livre d'un marchand italien, qui est celui-là même qui va introduire les chiffres arabes et d'autre part le zéro dans la comptabilité. Eh bien, sachez qu'il s'agit d'une révolution majeure. Les chiffres arabes, comme le nom l'indique, viennent du Proche-Orient. Le zéro viendrait encore
plus loin, d'Inde via la Perse, eh bien ça va simplifier les comptabilités. Avant, jusqu'à cette époque-là, on calculait avec des chiffres romains. Alors vous imaginez, quand vous faites 22 plus 33 avec les chiffres romains, c'est pas simple, hein, parce que vous avez des... enfin, vous le savez, hein, des 10, des 5, des barres, hein, pour les unités. À partir du moment où vous avez des signes qui ne correspondent plus à ces chiffres romains, à savoir les chiffres arabes, vous allez pouvoir additionner, soustraire, multiplier et diviser d'une manière beaucoup plus simple. Essayez de diviser, par exemple, je ne sais pas, moi, 52 par 3, enfin je dis n'importe quoi ici, ou par 4, avec des chiffres romains. C'est pas simple, donc avec des chiffres arabes, dans la mesure où les chiffres ne correspondent plus, je dirais, à une réalité tangible, concrète, c'est beaucoup plus facile. Le zéro est important aussi, il ne faut pas l'oublier. Les comptables le savent, hein, parce qu'à un moment donné, hein, quand vous avez la colonne de l'actif et du passif, ben, le zéro peut intervenir dans certaines situations quand même. Alors, deuxième élément, à côté de la formation, c'est la correspondance. Oui, un marchand, pour pouvoir être informé, n'a pas seulement besoin d'avoir été formé, c'est-à-dire être capable de lire, écrire, compter, utiliser une comptabilité, il doit être capable aussi d'échanger des missives avec des correspondants qui se trouvent parfois très loin et qui vont l'informer sur la situation économique, commerciale de cette même région. Donc j'indique ici ces lettres commerciales. Alors que trouve-t-on dans cette correspondance? Alors on trouve des indications sur la situation politique, par exemple. C'est important, vous savez que la bourse, encore à l'heure actuelle, bouge en fonction de la situation politique d'un pays. Quand vous avez la situation d'un pays qui est instable, il est évident que vous prenez beaucoup plus de risques et que ce n'est peut-être pas l'endroit idéal où faire vos placements. Et où on cherche à investir, ça va de soi. Ou si vous le faites, vous savez que vous prenez de gros risques, vous allez peut-être faire de gros bénéfices, mais vous risquez également de faire de grosses pertes. C'est l'ABC, je dirais, des affaires. Donc, dans ces lettres commerciales que s'échangent ces acteurs économiques, ces marchands, on essaye de se donner des informations sur la situation politique, sur la situation économique, sur la montée ou la baisse des prix, sur les monnaies également utilisées dans ces pays-là, toute une série d'informations qui peuvent être utiles quand on fait du commerce. Enfin, il y a la lecture de manuels. Effectivement, des manuels sont écrits à destination des marchands. Tout à l'heure, je vous ai parlé de manuels destinés à la formation des marchands. Ici, on apprend la comptabilité, par exemple. Ici, je vous parle de manuels qui sont en gros l'équivalent de synthèse de lettres commerciales, c'est-à-dire qui synthétisent toute une série d'informations et les mettent à disposition des marchands qui vont acheter des copies de ces manuels. Le premier grand manuel de ce type date du XIVe siècle, des années 1360. 1340, 1360. Alors, maintenant, on va passer aux techniques commerciales proprement dites.
en évoquant d'abord cette fameuse comptabilité que j'évoquais il y a quelques minutes. Alors, la comptabilité va faire de grands progrès entre le XIIe et le XIVe siècle, avec l'introduction d'une innovation qui est celle de la comptabilité à partie double. Ça veut dire quoi, une comptabilité à partie double? Eh bien, ça veut dire en fait que dans un registre, on va tracer une ligne de haut en bas et il y aura sur chaque page 2 colonnes. Une colonne représentera les actifs de la société et une autre le passif. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que chaque produit se retrouvera d'office dans les 2 colonnes. Du côté des créances et du côté des débits, en indiquant chaque fois la provenance et l'état précis de la situation du produit. Ça va faciliter grandement les choses au point que des administrations communales au Moyen-Âge vont s'en servir pour leur propre comptabilité. Deuxième innovation au Moyen-Âge, c'est la lettre de change. La lettre de change, en fait, c'est le chèque, si je puis dire. Vous vous souvenez, on a vu les chèques, les billets à ordre vendredi passé, lorsque nous avons étudié le commerce et l'artisanat en islam au Moyen-Âge, puisque le mot chak lui-même est un mot arabe. Hein? Eh bien, de quoi s'agit-il quand je parle de lettre de change? Alors, la lettre de change est en fait un billet à ordre également, dans lequel le preneur s'engage à rembourser la somme qu'il a reçue sur une place commerciale donnée et dans une monnaie précise, eh bien, il s'engage à rembourser cette somme sur une autre place dans une autre monnaie. Je vous donne un exemple. Eh bien, le billet à ordre peut permettre à quelqu'un qui vend à Bruges de la laine de se faire payer, je dirais, aller à Florence ou à Pise, de la somme qui lui est due par un correspondant du donneur de l'ordre à Bruges, et donc dans une autre monnaie, par définition. Autrement dit, l'avantage, c'est que la monnaie ne circule pas, les espèces métalliques. C'est un simple document qui permet de se faire payer sans qu'il y ait le risque de se faire voler la monnaie et sans avoir les difficultés de transport de tout cet argent. Hein, parce que c'est pondéreux, c'est lourd. À une époque, ne l'oubliez pas, il n'y a pas encore de billets de banque. Hein. Les premiers billets de banque vont être émis par la Banque d'Angleterre à la fin du XVIIe siècle. À cette époque-là, l'argent, si je puis dire, la monnaie est constituée de pièces sonnantes et trébuchantes. Il n'y a pas de billets de banque. Donc c'est quand même beaucoup plus facile d'utiliser cette lettre de change. Ça va? Alors on passe
enfin un dernier point, je vais l'écrire ici en bas parce que ce sera le dernier. C'est l'invention des assurances. À notre époque, c'est un phénomène qui est devenu tout à fait banal, et on a quasiment des assurances sur tout. Hein, sur la vie, sur sa voiture, sur sa maison, pour l'hôpital, sur tout ce qu'on veut. Mais eux, ils inventent l'assurance. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que lorsqu'il y avait le risque, lorsqu'on allait, comment dirais-je, mettre en route une expédition, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il y avait un risque, évidemment, qu'il y ait des tempêtes sur mer, par exemple. Ou s'il y avait, par exemple, un convoi par voie terrestre, eh bien, il pouvait, je ne sais pas, être pris par des brigands. On dit ça, entre autres malheurs qui pouvaient arriver. Il y avait des tas d'autres situations possibles et imaginables qui pouvaient se présenter aux marchands. Eh bien, le principe de l'assurance, c'est que ça vous garantissait le capital perdu face à l'adversité, à la condition expresse, bien entendu, que vous ayez préalablement souscrit auprès d'une société spécialisée. Enfin, à cette époque-là, elles ne sont pas encore spécialisées, mais que vous ayez souscrit auprès d'une association commerciale, mais un pourcentage du bien que vous vouliez assurer, et qui, lui, se retrouvait complètement entre les mains de l'assureur. Alors ce système, là aussi, montre la modernité, l'inventivité, la créativité de ces marchands italiens du XIIe au XIVe siècle. Donc si je reprends toutes ces techniques commerciales mises au point du XIIe au XIVe siècle, on voit en fait que les Génois, les Florentins surtout, pendant cette période, ont mis en avant, dans le cas de la comptabilité, c'est dès le XIIe siècle, dans le cas, et ce sont principalement les Florentins, dans le cas de la lettre de change, ce sont dès le XIIe siècle les Génois qui pratiquent la lettre de change, qui va être vulgarisée et diffusée par les Florentins une fois de plus. Ça, c'est au XIVe siècle. Et alors, les assurances pendant la même période. Et là, ce sont de nouveau les Florentins qui jouent le premier rôle. Voilà. Alors, vous voyez que par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, donc je mets ici 3 conclusions. La conclusion, en bonne logique, doit rejoindre l'objectif de départ. Je voulais vous montrer essentiellement que le sujet que j'ai abordé avec vous aujourd'hui n'était pas un sujet quelconque, c'est pas un sujet banal, c'est pas un sujet ordinaire. Bien au contraire, il annonce le monde capitaliste dans lequel nous vivons. Les Florentins principalement, mais je dirais presque les marchands de beaucoup de cités du nord de l'Italie. Quand je dis le nord, c'est le nord de l'Italie centrale. Hein. Tout ce dont je vous parle ici, ça ne s'est pas passé à Rome, ça ne s'est pas passé à Naples, ça ne s'est pas passé en Sicile. Donc tout ce dont je vous parle ici a été inventé surtout par les Florentins, mais aussi par les Siennois, par les Génois, par les Vénitiens bien sûr, mais aussi par des marchands de différentes cités comme Pistoia, comme Pérouse par exemple. Il me reste, comme d'habitude, à vous montrer quelques ouvrages destinés à compléter votre information. Alors je commence
toujours dans un ordre logique, et je pars du plus général vers le plus particulier. Donc je vais commencer par vous montrer des ouvrages qui concernent l'histoire économique générale, et progressivement, je vais aller vers l'Italie et vers quelques cités italiennes. Alors, je commence avec un ouvrage de Guy Fourquin, Histoire économique de l'Occident médiéval, chez Armand Collin. Un ouvrage plus récent, dirigé par Philippe Contamine, L'économie médiévale, chez le même éditeur. Oui, ce sont des ouvrages assez conséquents, écrits en petits caractères. Celui-ci, ben, il fait plus de 400 pages, et vous voyez, hein, il ne s'agit il s'agit d'un tartin, c'est vraiment des ouvrages conséquents. Alors, un petit ouvrage, si vous êtes paresseux, mais qui est moins bien fait que les autres, de Guy Antonetti, L'économie médiévale dans la collection Que sais-je, Presse universitaire de France. Alors, toujours chez Armand Collin, sous la direction de Pierre Léon, Histoire économique et sociale du monde, l'ouverture du monde, 14e, 16e siècle. Alors, il y a un chapitre concernant le commerce en Italie pendant la période considérée, et qui est rédigé par le même Guy Fourquin qui avait rédigé l'histoire économique du Moyen-Âge. Alors, le commerce, et en particulier les sociétés commerciales maritimes, sont liées aux grandes découvertes. Je vous montre un petit ouvrage, qui ne coûte pas cher, de Jean Favier, qui s'intitule « Les grandes découvertes d'Alexandre à Magellan ». Donc ça part d'Antiquité et ça aboutit au XVIe siècle, donc dans la collection Le Livre de Poche. De Roberto Lopez, qui était professeur aux États-Unis, à l'université de Yale, si mes souvenirs sont bons, a écrit, attendez, je vais vérifier, je crois bien que c'est Yale, c'est pas indiqué, mais je crois bien, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule « La révolution commerciale dans l'Europe médiévale », chez Aubier. Alors, de Jean Favier, que nous avons déjà rencontré, de l'or et des épices, naissance de l'homme d'affaires au Moyen-Âge, chez Fayard. D'un grand historien italien, Carlo Cipolla, le poivre moteur de l'histoire, du rôle des épices et du poivre en particulier dans le développement économique du Moyen-Âge. Publié chez l'Esprit Frappeur, ça ne coûte qu'1,50 €. Donc j'en fais la promotion. Surtout que c'est très bien fait. Évidemment, c'est court. Hein. Alors, un ouvrage très général qui couvre l'Europe occidentale, un petit que sais-je, par Jean Bouvier et Henri-Germain Martin, Finance et financiers d'Ancien Régime. Ça couvre le Moyen-Âge et les temps modernes. Alors, un grand classique de Jacques Le Goff, qui est toujours, parce qu'il a 90 ans maintenant certainement, vit toujours en France, qui était un grand médiéviste, marchand et banquier du Moyen-Âge en que sais-je. C'est très vieux, mais c'est le pape des médiévistes en France. Auteur très prolifique. Du même Jacques Le Goff, La bourse et la vie, économie et religion au Moyen-Âge. Donc là, c'est l'attitude de l'Église face à l'argent et vice-versa. Donc c'est dans la collection plurielle. De Jacques Le Goff, mais cette fois sous sa direction, L'homme médiéval, dans la collection Point, au Seuil, qui comprend un chapitre sur le marchand médiéval par Aaron Gurevitch. Alors, Daylen Power, une historienne britannique des années 30, un ouvrage que je faisais lire à mes étudiants l'an passé et que peut-être je vous fais lire aussi,
c'est peut-être dans la liste d'ailleurs des ouvrages que je vous ai recommandés. Jean du Moyen-Âge, 6 croquis de la vie ordinaire aux éditions de l'Université de Bruxelles. Alors il y a un chapitre sur le voyage que Marco Polo, donc ce Vénitien, fait en Chine au XIIIe siècle, donc à l'époque de Saint-Louis. Alors, on arrive à l'Italie proprement dite. L'Italie au Moyen-Âge du 5e au 15e siècle de Jean-Pierre Delumeau et Isabelle Eulandonna en Hachette supérieure. Dans l'univers des connaissances de Daniel Wally, les républiques médiévales italiennes, c'est chez Hachette. Alors, un ouvrage publié chez Bréal par Franco Franceschi et Ilaria Taddei, les villes d'Italie du milieu du XIIe siècle au milieu du XIVe siècle, économie, société, pouvoir et culture. C'est très bien fait, c'est récent. C'est vraiment à jour, c'est vraiment très bien fait. Une bonne synthèse et précise à la fois dans la langue employée par leurs auteurs. Ses auteurs. Alors, d'Elisabeth Crouzet-Pavant, qui est professeure à la Sorbonne, les villes vivantes, Italie 13e, 15e siècle chez Fayard. Alors, un vieux classique d'Yves Renoir chez Texto, les hommes d'affaires italiens du Moyen-Âge, dont je me suis servi évidemment abondamment pour la préparation de cette leçon. Alors, de Frédéric Lehn, c'est un Américain, donc c'est un ouvrage traduit, dans la collection Champ-Flammarion, Venise, une république maritime. De Philippe Bronstein et Robert Delors, dans la collection Point, Venise, portrait historique d'une cité. Et enfin, d'Yves Renoir, que nous avons déjà rencontré à propos de son livre sur les marchands italiens au Moyen-Âge, Histoire de Florence en que sais-je. J'ai dit